Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Quand on parle de piscette balcon, quelle réglementation pour évacuer les eaux, on touche à un sujet qui paraît anodin, presque technique, mais qui peut déclencher des conflits de voisinage, des mises en demeure de copropriété, des problèmes d'assurance et parfois même des travaux imposés à ses frais. Et justement, si je fais cette vidéo, c'est parce que beaucoup de personnes pensent qu'une simple évacuation d'eau sur un balcon, une gargouille, un petit rejet en façade ou une sortie visible depuis l'extérieur, c'est un détail sans conséquence. En réalité, entre l'urbanisme, les règles de copropriété, la distinction entre eaux pluviales et eaux usées, les troubles anormaux du voisinage et les obligations d'entretien, il y a énormément de points à vérifier. À la fin de cette vidéo, l'idée est que vous sachiez exactement ce qu'il faut regarder avant d'installer, modifier ou utiliser une piscette de balcon. Et surtout comment éviter l'erreur classique qui coûte cher parce qu'on découvre trop tard que ce qu'on croyait pratique est en fait non conforme ou source de nuisance. D'abord, il faut bien comprendre de quoi on parle. Une piscette de balcon, dans le langage courant, c'est généralement un dispositif d'évacuation apparent qui permet à l'eau de s'écouler vers l'extérieur, souvent en débord de balcon, parfois en façade, parfois sous forme de rejet ponctuel. Ce n'est pas forcément un équipement standardisé, désigné officiellement partout sous ce nom, donc il faut raisonner non pas seulement sur le mot, mais sur la fonction réelle du dispositif. La question juridique n'est pas tellement de savoir comment on l'appelle, mais quelle eau elle évacue, où cette eau est rejetée, comment l'évacuation est intégrée au bâtiment et quelles conséquences cela a pour l'immeuble, les tiers et le domaine public. C'est cela qui détermine le cadre réglementaire. La première distinction essentielle, c'est celle entre les eaux pluviales et les eaux usées. Si l'eau qu'on évacue est de l'eau de pluie tombée sur le balcon, la logique juridique et technique n'est pas la même que si l'on parle d'eau de lavage, d'eau provenant d'un robinet, d'une machine, d'un nettoyage intensif, d'un écoulement chargé en détergent, ou pire, d'un rejet assimilable à une eau usée. Beaucoup de personnes mélangent tout cela. Or, une évacuation prévue pour permettre au balcon de ne pas se transformer en bassin lors d'un orage n'a pas le même statut qu'un dispositif qu'on utilise régulièrement pour faire partir de l'eau issue d'un usage domestique. En clair, laisser s'écouler l'eau de pluie n'autorise pas automatiquement à rejeter n'importe quelle autre eau vers l'extérieur. Si je prends le cas le plus simple, celui d'un balcon conçu dès l'origine avec une pente, une naissance d'évacuation, un trop-plein ou une sortie apparente, on est en présence d'un élément intégré à la conception du bâtiment. Cela ne veut pas dire que tout est permis, mais cela signifie au moins que le principe de l'évacuation a été prévu. Même dans ce cas, il faut se demander si le système est conforme à la destination du bâtiment, aux règles locales d'urbanisme et aux règles de copropriété s'il s'agit d'un immeuble collectif. Car dans une copropriété, la façade, les dalles, les nez de balcon, les descentes et d'une manière générale, tout ce qui affecte l'aspect extérieur ou les parties communes ne relève pas librement de la décision individuelle du copropriétaire. Et c'est là qu'intervient le premier grand verrou pratique. En copropriété, on ne fait pas ce qu'on veut sur son balcon, même si on a l'impression d'être chez soi. Le balcon peut relever partiellement de la jouissance privative tout en comportant des éléments qui sont juridiquement des parties communes, notamment la structure, l'étanchéité, les garde-corps selon les règlements, les façades et les dispositifs d'évacuation intégrés au bâti. Si vous ajoutez une piscette, si vous percez, si vous modifiez une sortie d'eau, si vous changez un écoulement discret en rejet visible, vous pouvez toucher à l'aspect extérieur de l'immeuble et à des éléments communs. Cela impose très souvent une autorisation de la copropriété, généralement par vote en assemblée générale selon la nature des travaux. Le règlement de copropriété est donc un document central. Il peut contenir des restrictions très précises sur les modifications visibles depuis l'extérieur, sur les percements, sur les rejets en façade, sur l'usage des balcons et même sur l'arrosage ou le lavage. J'insiste là-dessus parce qu'une erreur très fréquente consiste à raisonner uniquement en propriétaire occupant.
J'ai un balcon, j'ai besoin d'évacuer de l'eau, donc j'installe une sortie. Juridiquement, ce raisonnement est incomplet. Dans un immeuble, la liberté de faire des travaux privatifs s'arrête là où l'on modifie les parties communes, l'harmonie de façade ou les droits des autres copropriétaires. Même si la piscette est petite, même si elle semble discrète, même si elle n'a pas vocation à être utilisée souvent, sa seule création peut être considérée comme une altération de façade ou une intervention sur un ouvrage commun. Ensuite, il y a le droit de l'urbanisme. Selon la nature des travaux, créer ou modifier une évacuation visible en façade peut nécessiter une autorisation d'urbanisme, notamment lorsque l'aspect extérieur d'un bâtiment est modifié. Là encore, beaucoup sous-estiment ce point. On pense souvent qu'il faut une autorisation seulement pour une extension, une véranda ou un gros chantier. Mais une façade, juridiquement, ce n'est pas seulement un mur, c'est l'aspect extérieur du bâtiment. Un percement, l'ajout d'un tuyau, d'une sortie d'eau, d'une descente ou d'un rejet apparent peut entrer dans le champ des modifications soumises à formalité. Le niveau de formalité dépend du contexte, de la commune, de la localisation de l'immeuble, notamment si le bien est situé dans un secteur protégé ou soumis à des contraintes patrimoniales plus fortes. Dans certaines zones, une modification qui paraît minime est examinée avec beaucoup d'attention parce qu'elle affecte l'esthétique urbaine. Il faut aussi regarder le règlement local applicable car l'évacuation des eaux n'est pas seulement une question d'apparence. Les réseaux d'assainissement, les prescriptions techniques locales et les règlements sanitaires peuvent imposer des conditions sur le mode d'évacuation. Dans certaines communes ou intercommunalités, les eaux pluviales ne doivent pas être mélangées aux eaux usées, ou l'inverse peut être techniquement impossible selon la conception de l'immeuble. Dans d'autres cas, le problème est le rejet sur le domaine public. Si votre piscette envoie l'eau directement sur le trottoir, sur la chaussée, ou crée un écoulement qui tombe depuis la façade sur les passants, les véhicules ou l'espace public, on sort du simple débat privé. Cela peut être vu comme une nuisance, un danger ou une non-conformité aux prescriptions locales. C'est d'ailleurs un point très important. Le fait qu'une eau soit propre en apparence ne signifie pas qu'on peut la faire tomber librement sur les gens ou chez le voisin du dessous. Le droit du voisinage joue ici à plein. Même sans texte ultra spécifique mentionnant le mot piscette, un écoulement répétitif qui mouille le balcon inférieur, salit une façade, provoque des traces, favorise des infiltrations, crée des éclaboussures, gêne l'usage normal du bien d'autrui ou oblige le voisin à subir des ruissellements peut être qualifié de trouble anormal du voisinage. Et pour qu'il y ait un problème, il n'est même pas nécessaire qu'il y ait une faute au sens moral du terme. Il suffit que la nuisance dépasse les inconvénients normaux du voisinage. C'est capital à comprendre, parce que certaines personnes se défendent en disant « ce n'est que de l'eau, je n'ai rien fait de mal ». Sauf que du point de vue du voisin, recevoir régulièrement de l'eau sur son garde-corps, son mobilier, ses vitres ou son balcon, ce n'est pas un inconvénient normal. Je veux aussi insister sur un autre angle, l'entretien. Une évacuation d'eau, qu'elle soit d'origine ou ajoutée, doit être entretenue. Si elle se bouche et que l'eau stagne puis déborde, cela peut provoquer des infiltrations dans la dalle, les murs, les appartements situés en dessous, ou une surcharge ponctuelle. Si le dispositif est défectueux, mal dimensionné ou mal posé, la responsabilité du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires peut être engagée selon la répartition des obligations. Très souvent, les litiges naissent non pas de l'existence initiale de l'évacuation, mais de son défaut d'entretien. Une petite sortie obstruée par des feuilles, de la poussière, du sable, des dépôts, des mousses ou des résidus de nettoyage suffit à détourner l'eau vers des zones qui n'étaient pas prévues pour la recevoir. Il faut maintenant parler du cas le plus sensible, l'utilisation d'une piscette de balcon pour évacuer autre chose que les eaux pluviales. Si vous l'utilisez pour faire partir l'eau de lavage du balcon avec des produits d'entretien, pour vider régulièrement des seaux, pour évacuer l'eau d'un nettoyage de terrasse, pour rincer des objets, pour faire couler un robinet sur l'extérieur, là, on se rapproche d'un rejet d'eau usée, ou en tout cas d'eau qui ne sont plus de simples eaux pluviales. Et c'est souvent là que les difficultés sérieuses commencent, parce qu'un système de rejet extérieur n'est pas nécessairement autorisé à recevoir ce type d'eau.
Selon la configuration, cela peut être interdit, impropre ou considéré comme créant des salissures, des odeurs, des nuisances ou un risque de dégradation. En copropriété, cela peut aussi contrevenir au règlement intérieur si les écoulements salissent les balcons inférieurs ou les parties communes. Certaines personnes pensent qu'il suffit que l'eau soit ponctuelle pour que cela passe. Ce n'est pas aussi simple. La répétition aggrave évidemment la situation, mais un seul épisode peut déjà poser problème s'il est suffisamment gênant ou dommageable. Imaginez un voisin du dessous avec du linge, du mobilier, un revêtement fragile ou simplement un usage paisible de son balcon. Un écoulement soudain, même exceptionnel, peut entraîner une réclamation. Si en plus l'eau contient des produits, laisse des traces blanches, des salissures ou dégage une odeur, la contestation sera d'autant plus forte. Un autre point souvent négligé, c'est la sécurité. Une évacuation rejetée en façade peut créer en période froide des coulures, des zones glissantes, voire du gel sur les surfaces en dessous. Sur le domaine public, cela devient très problématique. Sur les parties communes, c'est aussi une source de risque. Or, dès qu'il existe un risque prévisible pour les personnes, la tolérance diminue fortement. Ce n'est plus seulement une question d'esthétique ou de confort, mais de prévention des accidents. Dans les immeubles récents, les balcons sont en principe conçus avec des solutions d'étanchéité et d'évacuation adaptées. Modifier soi-même ce fonctionnement est particulièrement risqué. Pourquoi? Parce que les complexes d'étanchéité, les relevés, les pentes, les nez de dalle et les évacuations forment un ensemble. Si vous percez ou ajoutez une sortie sans comprendre le système, vous pouvez créer un point faible dans l'étanchéité, et une infiltration sur balcon n'est jamais un petit sujet. L'eau s'infiltre lentement, peut corroder, fissurer, atteindre les armatures, dégrader le béton, tacher les sous-faces et provoquer à terme des travaux lourds. C'est la raison pour laquelle les copropriétés et les assureurs sont très sensibles aux modifications non autorisées de ces éléments. Si vous êtes locataire, la prudence doit être encore plus grande. En tant que locataire, vous n'avez évidemment pas la liberté d'engager ce type de modification structurelle ou visible sans l'accord du propriétaire. Et même avec son accord, cela ne dispense pas des autorisations éventuellement nécessaires en copropriété ou en urbanisme. Le locataire qui installe de son côté un dispositif de fortune pour évacuer l'eau vers l'extérieur s'expose à devoir remettre les lieux en état et potentiellement à répondre des dommages causés. Le propriétaire, lui, peut aussi se retourner contre le locataire si les travaux ont été réalisés sans autorisation. Je veux maintenant répondre à la question que beaucoup se posent en pratique. A-t-on le droit de laisser s'écouler naturellement l'eau de pluie d'un balcon vers l'extérieur? La réponse dépend de la conception de l'immeuble et de l'absence de nuisance. Si le balcon a été conçu ainsi et que l'écoulement ne crée ni danger ni trouble anormal, on est dans le fonctionnement normal du bâtiment. En revanche, si l'eau tombe directement chez le voisin, sur une zone qui ne devrait pas être arrosée ou de manière telle qu'elle crée une gêne excessive, le caractère naturel de l'écoulement ne suffit plus à protéger. En d'autres termes, même un dispositif d'origine peut devenir problématique dans son usage concret s'il entraîne un trouble. Ce qui compte, c'est l'effet réel. Il y a aussi le sujet du lavage des balcons. Dans beaucoup d'immeubles, il existe des règles, parfois écrites, parfois rappelées par affichage ou par le règlement, qui encadrent les horaires et les conditions de nettoyage des balcons, justement pour éviter que l'eau sale ne ruisselle chez les voisins. Ce n'est pas un détail folklorique, c'est la traduction pratique d'un principe simple. On ne peut pas utiliser son balcon d'une manière qui impose aux autres les conséquences de son entretien. Si le nettoyage est possible, il doit être réalisé avec précaution, en quantité limitée, sans rejet gênant, et dans le respect des règles internes à l'immeuble. Installer une piscette pour faciliter des lavages abondants peut donc être très mal perçu juridiquement, parce que cela peut révéler un usage intensif qui n'était pas prévu. Autre question, peut-on raccorder une évacuation de balcon à un réseau existant? Techniquement peut-être, juridiquement pas sans vérification. Là encore, la nature de l'eau est déterminante, tout comme la capacité du réseau à recevoir ce débit, la séparation éventuelle des réseaux et l'impact sur les parties communes. Un raccordement improvisé à une descente, une chute ou un tuyau existant peut entraîner des refoulements, des débordements ou des non-conformités.
De plus, tout raccordement sur une partie commune nécessite généralement autorisation et validation technique. Ce n'est pas parce qu'un tuyau passe à proximité qu'on peut s'y brancher. Dans les maisons individuelles, la situation est parfois plus simple qu'en copropriété, mais elle n'est pas libre pour autant. Si vous créez une évacuation visible sur façade ou un rejet vers l'extérieur, vous devez quand même vérifier les règles d'urbanisme local et les conséquences sur les fonds voisins et sur l'espace public. Le droit de propriété ne permet pas d'envoyer l'eau chez le voisin. Là encore, il faut distinguer l'écoulement des eaux de pluie selon la configuration naturelle ou constructive du bâtiment et l'évacuation volontaire d'eau résultant d'un usage domestique. Une installation artisanale qui déverse devant chez le voisin ou sur une servitude de passage peut rapidement devenir conflictuelle. Je veux aussi attirer l'attention sur un point de preuve. Beaucoup de litiges autour des eaux sont difficiles parce que les écoulements sont intermittents. Il ne pleut pas toujours, le voisin ne lave pas son balcon sous vos yeux, la trace sèche puis revient. Si vous êtes à l'origine d'une évacuation, il faut comprendre que le moindre doute sur son rôle dans des dégâts ou des gênes peut se retourner contre vous si l'installation est non autorisée, visible, atypique ou manifestement bricolée. À l'inverse, si vous subissez un écoulement, il faut généralement documenter la fréquence, l'origine apparente, les dégâts et la gêne. Cela explique pourquoi il vaut mieux prévenir le litige plutôt que compter sur une discussion après coup. Parlons justement des conséquences si la réglementation ou les règles internes ne sont pas respectées. En copropriété, vous pouvez recevoir une demande de remise en état, être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée, faire l'objet d'une action du syndicat des copropriétaires ou devoir supprimer l'installation à vos frais. Si des dommages apparaissent, la question de l'assurance se pose immédiatement. Or, les assureurs n'aiment pas les modifications non déclarées ou non conformes. Même lorsque la garantie joue pour la victime, l'assureur peut chercher ensuite à exercer des recours. En urbanisme, une modification irrégulière peut conduire à une demande de régularisation, voire à des difficultés lors d'une vente. Dans les relations de voisinage, vous pouvez être contraint de faire cesser le trouble et d'indemniser les dommages. Autrement dit, le petit dispositif qu'on pensait pratique peut devenir une vraie source de frais. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant toute installation ou modification? D'abord, il faut identifier la nature exacte de l'eau concernée. Est-ce uniquement un trop-plein de pluie ou est-ce aussi de l'eau de nettoyage? Ensuite, il faut déterminer si le balcon, la façade et l'évacuation relèvent de parties communes, de parties privatives ou d'un régime mixte en copropriété. Puis, il faut relire le règlement de copropriété et, si nécessaire, interroger le syndic. Il faut aussi vérifier si l'aspect extérieur du bâtiment sera modifié, ce qui peut impliquer une formalité d'urbanisme. Ensuite, il faut s'assurer que le rejet n'ira ni chez le voisin, ni sur le domaine public dans des conditions gênantes ou dangereuses. Enfin, il faut valider la faisabilité technique pour ne pas compromettre l'étanchéité et l'intégrité du bâti. Même si je n'emploie pas ici une logique de mode d'emploi administratif, vous voyez bien qu'on ne parle pas d'un simple accessoire posé au hasard. Il faut aussi comprendre que le vocabulaire courant peut tromper. Certaines personnes parlent de piscette alors qu'il s'agit en réalité d'un trop-plein de sécurité. D'autres désignent ainsi un rejet créé après coup. Or, juridiquement, un trop-plein de sécurité destiné à éviter l'accumulation d'eau dans un ouvrage n'est pas analysé de la même manière qu'un dispositif utilisé comme évacuation principale de confort. Le premier peut être techniquement indispensable, le second peut être contestable s'il remplace une vraie évacuation réglementaire ou s'il sert à contourner l'absence de raccordement adapté. J'en viens à un point très concret. Si votre objectif est d'évacuer l'eau d'usage, la bonne logique n'est généralement pas de la rejeter en façade, mais de rechercher une solution conforme de collecte et d'évacuation vers le réseau approprié, quand cela est techniquement et juridiquement possible. C'est moins spectaculaire, parfois plus coûteux à mettre en place, mais infiniment plus sûr du point de vue réglementaire et du voisinage. La façade n'est pas une zone neutre. Tout ce qui s'en échappe est visible, traçable et potentiellement subi par quelqu'un. Certaines personnes me demanderaient peut-être, si personne ne se plaint, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas une sécurité. L'absence de plainte immédiate n'équivaut pas à la conformité. Un voisin peut tolérer un temps puis se lasser.
Une copropriété peut ne rien dire pendant des années, puis réagir lors d'un ravalement, d'un sinistre ou d'un changement de syndic. Une vente peut révéler l'anomalie quand un acquéreur, un notaire ou un diagnostiqueur s'interroge sur une modification visible. Une installation irrégulière peut rester discrète jusqu'au jour où elle devient coûteuse parce qu'elle doit être déposée dans l'urgence. À l'inverse, il ne faut pas non plus dramatiser à l'excès le simple écoulement d'un balcon conçu d'origine pour recevoir la pluie. Tout n'est pas interdit. Ce qui compte, c'est la conformité de la conception, l'absence de modifications non autorisées, la bonne destination des eaux, l'entretien et l'absence de nuisances. Si le dispositif fait partie du bâtiment, qu'il évacue uniquement l'eau de pluie, qu'il ne provoque pas de troubles pour les voisins ni de danger, on est dans une situation beaucoup plus sereine. Le vrai basculement vers le risque intervient quand on ajoute, détourne, intensifie ou utilise mal l'évacuation. Je veux aussi souligner un dernier aspect. Les eaux de balcon ne sont jamais un sujet purement individuel dans l'habitat collectif, parce que l'eau, par nature, circule et affecte les autres. C'est pour cela que le droit est plus exigeant qu'on ne l'imagine. Une décision qui semble minuscule sur votre balcon peut avoir des conséquences sur la façade, l'étanchéité, les parties communes, l'appartement du dessous, le voisin, le passant, le réseau, l'assurance et la valeur du bien. C'est la raison pour laquelle la meilleure approche n'est pas de chercher la tolérance maximale, mais la solution la plus propre juridiquement et techniquement. Si je devais résumer très simplement la réponse à la question « Piscette balcon, quelle réglementation pour évacuer les eaux ?» je dirais ceci. On ne peut pas raisonner seulement en termes de commodité. Il faut distinguer les eaux pluviales des eaux usées, vérifier les règles de copropriété, contrôler les règles d'urbanisme si l'aspect extérieur change, éviter tout rejet gênant vers les voisins ou le domaine public, et ne jamais compromettre l'étanchéité ou les parties communes. Une piscette d'origine destinée à la pluie n'a pas le même statut qu'un dispositif ajouté pour évacuer de l'eau d'usage. Et dès qu'il y a modification, rejet visible, nuisance ou bricolage sur façade, le risque juridique grimpe très vite. Au fond, la vraie question n'est pas seulement de savoir si un texte mentionne ou non la piscette de balcon, mais si l'évacuation est conçue, autorisée, entretenue et utilisée d'une manière compatible avec le bâtiment, les règles locales et les droits des autres. Si ce n'est pas le cas, le problème n'est pas théorique. Il finit souvent par prendre la forme d'une plainte, d'un sinistre, d'une obligation de remise en état ou d'un conflit de copropriété. Et c'est précisément ce qu'il faut éviter en traitant le sujet en amont, avec une logique de conformité plutôt qu'avec une logique de facilité.